Donc, lors de la dernière séance, on s'était arrêté à un des principaux facteurs de la croissance économique, qui est le rôle de l'État. Donc, quel rôle pouvait jouer l'État dans l'économie? Donc, sans rentrer dans, le, dans un cours d'histoire de la pensée, mais on avait énuméré la dernière fois plusieurs possibilités d'action de l'État dans l'économie. Donc une première intervention directe à travers les dépenses publiques, telles qu'on a pu le voir et le constater dans l'équation d'équilibre général. Donc l'État, à travers ses différentes entreprises d'administration, à travers le gouvernement central, pouvait dépenser de l'argent dans l'investissement ou bien de la consommation dans les administrations publiques. Typiquement, une université qui achète un ordinateur pour ses profs ou ses étudiants, ça fait de l'investissement. D'accord? Une administration qui va acheter des stylos, qui va acheter du papier, c'est de la consommation. Est-ce que vous voyez mon écran? Juste écrivez oui. OK. Donc, ça, c'est un rôle direct de l'État, c'est-à-dire l'État en tant qu'agent économique qui dépense l'argent, qui investit, et donc qui peut influencer ou qui peut euh, distribuer des revenus dans l'économie à travers la commande publique. J'avais parlé des exemples des investissements en infrastructure où l'État commande au secteur privé le plus souvent la construction de l'essentiel des infrastructures. Donc le revenu injecté de l'économie, il vient dans l'État et les entreprises qui vont travailler dans cette commande-là sont plutôt privées. Donc on voit que l'État peut injecter du revenu dans l'économie et donc influencer la création de richesses dans l'économie. Ensuite, j'avais évoqué d'autres modalités d'intervention de l'État et qui consistaient à corriger la défaillance du marché. Donc les défaillances du marché, ce sont des situations où le marché autorégulé ou le marché qui s'autorégule grâce aux forces du marché, quand il est incapable de le faire. Donc là, typiquement, un bon comportement du marché, c'est le respect des 5 conditions de la concurrence pure et parfaite. Quand on a une défaillance au niveau de ce marché-là, l'État peut intervenir pour corriger cette défaillance-là. Parmi les défaillances que j'ai évoquées la dernière fois, il y a les externalités, à la fois positives et négatives. Donc l'externalité positive, c'est quand une entreprise dégage des externalités positives dans l'économie, puisqu'elle va faire des activités où elle va exercer des actions qui sont en dehors de son centre d'intérêt ou du centre de son activité et qui va profiter à l'économie dans son ensemble. Et cette entreprise-là ne sera jamais récompensée pour cette action-là. Par exemple, j'ai parlé de l'installation d'une usine dans un coin reculé ou dans un coin qui est complètement une région enclavée. L'entreprise, quand elle s'installe, quand elle construit un centre de formation, quand elle forme des jeunes, quand elle fait de l'aménagement du territoire, pour relier cette usine-là au réseau routier, par exemple. Donc, toutes ces dépenses-là qui sortent en quelque sorte du cadre de l'activité de l'entreprise, même si l'entreprise en profite. Mais on sait aussi que la même route construite, elle pourra être exploitée par d'autres agents économiques. On sait que les agents qui ont été formés dans cette usine-là pourraient profiter à d'autres entreprises et à d'autres secteurs. Et ainsi de suite. L'attractivité que va exercer cette entreprise-là dans cette zone en créant d'autres opportunités, tout cela, ce sont des externalités positives qui profitent à l'économie, mais que si on laisse faire le marché, cette entreprise-là ne sera pas récompensée. On peut penser
Donc, on peut penser à des mécanismes d'intervention de l'État qui pourraient récompenser ces entreprises-là. Et typiquement, ce sont les taxes. C'est la taxation de ces sociétés ou c'est l'imposition appliquée sur ces sociétés-là qui peuvent être allégées pour les encourager à dégager ces externalités positives. Par exemple, une société qui va s'installer dans une zone, on va lui proposer une réduction au niveau de ses impôts, une réduction intéressante sur ses impôts qui va s'étaler sur 5, 10 ans, 20 ans ou plus. Donc c'est un exemple des façons comment l'État peut intervenir pour encourager les externalités positives. J'ai parlé aussi des externalités négatives, qui là encore, ce sont des situations où des entreprises dégagent des externalités négatives, vont nuire à l'activité économique ou vont causer une dégradation assez importante des ressources naturelles, par exemple. C'est comme les usines qui dégagent des déchets dans la nature. Ben, là, l'État, donc si on laisse faire le marché, on est bien d'accord, rien ne sera fait contre ces sociétés-là. Donc quand l'État intervient dans le cadre de sa politique environnementale, par exemple, il va imposer une taxation supplémentaire pour ces sociétés-là, parce que lui-même va corriger ces défaillances négatives, ou imposer à la société d'installer, par exemple, un centre de recyclage ou un centre de traitement de déchets, ou bien toute autre action qui peut réduire l'émanation des externalités négatives. J'ai également parlé de la lutte contre les monopoles. Donc les situations de monopole sont des situations qui sont entre guillemets contre nature et donc qui nuisent quelque part à l'équilibre dans l'économie. Donc l'État doit être là pour contrôler ces monopoles-là ou pour les réguler. Donc le meilleur exemple, c'était la situation d'oligopole que créaient soit les télécommunications, soit les distributeurs de carburant, soit d'autres secteurs tels que les ciments, où ce sont très peu d'acteurs qui contrôlent le marché et qui peuvent être plus ou moins incités à contrôler, imposer des prix, soit par une entente claire, soit par une entente tacite. Donc l'État est là, à travers des organisations, à travers des autorités. Par exemple, on a le Haut Conseil de la concurrence qui va intervenir, qui va faire des études pour évaluer déjà l'ampleur du dégât et surtout pour imposer des sanctions pour éviter à ce que ces sociétés-là ne contrôlent le marché et donc créent des situations de déséquilibre. Comment aussi l'État peut intervenir dans l'économie? À travers la formation du capital humain, donc en formant la population ou en proposant des formations, en construisant des formations, ou en ayant une stratégie de formation qui soit en cohérence avec ses ambitions, en cohérence avec ses objectifs. On peut également mettre en place des pôles de compétitivité, tel qu'on le voit avec les plans stratégiques qui ont été mis en place au Maroc. J'ai parlé la dernière fois du plan accélération industrielle, il y a le plan Maroc numérique, il y a le plan Maroc vert qui est devenu Génération Green. Donc toutes sortes de stratégies ou toutes sortes de mesures de grande envergure qui visent à développer la compétitivité, qualité et la compétitivité prix quand c'est possible des productions locales. Peut-être même greffer certaines industries qui n'étaient pas présentes jusque-là. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est contribuer à relancer la demande à travers la dépense publique. Comme j'ai dit tout à l'heure, en lançant des investissements publics, on crée des revenus, on injecte des revenus dans l'économie qui vont être utilisés par le secteur privé, qui vont eux aussi investir pour répondre à cette commande-là, qui vont eux aussi ou elles aussi embaucher un nouveau personnel. Et donc, ce faisant, l'investissement public injecte du revenu qui va relancer la demande, que ce soit la demande des consommateurs ou la demande des entreprises à travers l'investissement, ce qui, dans l'équation d'équilibre général, est plutôt positif pour la croissance économique. On va certainement la semaine prochaine s'attarder sur le plan
plan d'investissement ou le plan de relance qui a été proposé par Sa Majesté pour faire face aux dégâts causés par la crise du coronavirus. Donc ça, c'est un exemple typique du rôle de l'État, du rôle direct de l'État dans l'économie. Enfin, il peut aussi contribuer à l'amélioration de l'état de confiance des ménages et des entreprises en contribuant à leur morale, donc en les incitant à investir ou à consommer. Donc j'ai dit que c'était l'état psychologique. Cet état psychologique dépend de la confiance qu'ont les entreprises et les ménages dans leur économie et surtout dans les perspectives d'avenir et qui pouvait influencer de façon assez conséquente leur comportement de consommation et d'investissement. Donc maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les limites de la croissance. Comme j'ai dit, le PIB ou la croissance économique, la mesure de la croissance économique, revient à mesurer l'accroissement du PIB d'une période à une autre dans un pays donné. Jusque-là, on a vu que le PIB était un instrument de mesure plutôt pertinent, mais qui peut comporter plusieurs limites. Limites qui sont propres déjà à l'instrument de mesure, mais surtout propres à ce que ce PIB ou ce que cet indicateur ne mesure pas et qui sont très importants pour mesurer, on va dire, ce qu'on entend richesse ou accroissement de la richesse, parce qu'il y a la richesse matérielle, il y a la richesse immatérielle, il y a des notions telles que le bien-être, il y a des notions telles que le bonheur, qui ne sont pas, ou telles que ce qu'on appelle la qualité, on va dire, ou la préservation des ressources naturelles, la préservation de l'environnement, ce sont des notions qui ne sont pas forcément intégrées dans le PIB ou dans l'indicateur. Qui peuvent, comment dirais-je, qui peuvent fausser la lecture. On peut avoir des pays qui ont des croissances plutôt équilibrées, des croissances enfin, on va dire plutôt des pays qui assurent un certain niveau de bien-être social, qui assurent un certain niveau de bonheur, qui assurent un certain renouvellement, on va dire, des richesses, qui préservent la nature, qui préservent l'environnement, mais qui en même temps affichent des taux de croissance qui sont plutôt faibles. D'accord? Donc on serait amené à porter un jugement négatif sur ces sociétés-là sur la base de leur PIB, alors qu'elles font des réalisations qui sont assez importantes et assez remarquables. Et à contrario, on peut avoir des pays qui affichent des croissances de PIB qui sont énormes, qui sont très positives, qui peuvent nous rendre jaloux, mais qui en même temps, en termes de réalisation, en termes de bonheur, en termes de bien-être social, en termes d'égalité, que ce soit intragénérationnelle ou intergénérationnelle, font des performances qui sont très faibles. Donc, il est très important d'au moins maîtriser les limites de la croissance économique. Qu'on sache au moins, quand on parle de croissance du PIB, de quoi on parle et surtout de quoi on ne parle pas. Donc, est-ce que le PIB est un indicateur de bonheur? Pas forcément. Il n'y a qu'à voir, par exemple, certains pays les plus développés sont aussi, qui affichent des taux de croissance assez importants, des niveaux de développement assez importants, peuvent être aussi les pays qui affichent les taux de suicide les plus élevés dans le monde. Donc, si on peut s'amuser à faire de confrontation d'indicateurs qui vont nous montrer que la croissance économique en elle-même n'est pas suffisante pour juger de la performance économique et sociale d'un État, d'un pays ou d'une région. Donc, est-ce que le PIB est un indicateur de bonheur? Est-ce qu'il y a une façon d'intégrer le bonheur dans le PIB et comment? Également, la croissance, est-ce qu'on peut concilier croissance et écologie, puisqu'on sait que la croissance économique, le plus souvent, est tirée par l'industrie, est tirée soit par l'industrie d'extraction, donc l'extraction de mines, l'extraction d'or, l'extraction de matières premières, ce sont des industries qui sont très polluantes. Il y a des industries de transformation qui s'appuient énormément sur les énergies fossiles telles que le pétrole, telles que le gaz, telles que le fuel, qui là encore sont
extrêmement polluantes. Il y a aussi certaines industries telles que le pétrole de schiste aux États-Unis, par exemple, pas seulement aux États-Unis, mais c'est là où les plus célèbres. Donc, ce sont des techniques ou technologies d'extraction de pétrole qui vont détruire complètement les nappes phréatiques. On peut penser à donc l'exploitation abusive des ressources naturelles. L'eau, par exemple, dans les zones les plus... dans certaines zones, par exemple au Maroc, où il y a vraiment du stress hydrique, continuer à exploiter l'eau de façon assez agressive peut poser problème. Donc, est-ce qu'il y a encore un moyen de faire en sorte de concilier croissance économique et écologie? Parce que de façon inéluctable, la croissance économique, elle, se traduit par un épuisement des ressources naturelles et surtout une dégradation des ressources naturelles. Et les exemples, il y en a plusieurs. Il n'y a qu'à voir, par exemple, si vous regardez juste au niveau de Casablanca. Donc, Casablanca, c'est la capitale économique du Maroc. C'est une ville très dynamique. C'est une ville qui est constamment sous pression et c'est une ville qui est constamment en expansion. Donc, vous allez voir que tellement la ville s'agrandit qu'elle empiète aussi sur son environnement. Ça s'accompagne, par exemple, de la destruction de la forêt. Donc la forêt de Bouskoura, il y a quelques années, n'est pas la même forêt qu'on voit aujourd'hui, puisque l'immobilier ou la spéculation immobilière est passée par là. Donc, le PIB est un indicateur qui comporte des limites, et on sait au moins que, bien qu'il mesure l'activité productive, il ne tient pas compte d'un certain nombre d'activités extrêmement importantes dans la société qui pèsent vraiment lourd dans l'économie, mais qui ne sont pas comptabilisées. Parce qu'avant tout, le PIB est une mesure de comptabilité nationale. Donc c'est de la comptabilité nationale. On a mesuré. Donc pourquoi de la comptabilité nationale? Un petit peu pour vous familiariser, c'est quand on parle de comptabilité tout court, donc la comptabilité des entreprises, donc on est plus à l'échelle microéconomique, on parle de valeur ajoutée. Et le PIB n'est autre que la somme des valeurs ajoutées créées par les entreprises. C'est pour ça qu'on parle de comptabilité nationale. Ben, cet indicateur de mesure de croissance économique ne tient pas compte du travail domestique. Par exemple, quand une femme est au foyer, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas, elle n'exerce pas une activité salariée dans l'économie, et pourtant, elle exerce une activité non rémunérée dans son foyer. C'est-à-dire que c'est elle qui s'occupe du foyer, c'est elle qui s'occupe du ménage, c'est elle qui s'occupe des repas, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Donc ça, c'est du travail, parce que ces activités-là peuvent être réalisées par une femme de ménage, ces activités-là peuvent être réalisées par une nounou, peuvent être réalisées par une cuisinière qui est rémunérée, qui est déclarée, sauf que ce n'est pas le cas du travail domestique. Donc on voit que sur toutes les femmes au foyer qui exercent une activité non rémunérée, non salariée, non marchande, ce n'est pas comptabilisé dans le PIB. D'accord? Alors que les mêmes activités exercées par une nounou, par exemple, de ménage de façon officielle et de façon réglementée, seraient comptabilisées dans le PIB. Et on sait que des pays comme le Maroc, la proportion du travail domestique est quelque chose d'assez prédominant. Il y a ensuite le travail bénévole. Donc ça, c'est aussi une part d'activité qui n'est pas comptabilisée dans le PIB. Et il y a ensuite l'activité souterraine, donc toutes les activités qu'on appelle informelles. Donc ce sont les activités qui créent des richesses, mais qui ne sont pas comptabilisées dans le PIB. Par exemple, si vous avez un problème d'électricité ou de plomberie, ou un problème au niveau de votre télévision et que vous appelez un technicien, il y a de fortes chances que ce technicien ne vous facture pas cette activité, vous allez le payer. Donc il y aura un flux monétaire qui va sortir, mais il ne sera pas comptabilisé. Donc, puisqu'il est en dehors du radar de la fiscalité, parce que c'est un travail qui le plus souvent est exercé en noir. D'accord? Parce que
pas eu un certain nombre de cotisations n'ont pas été versées, la contribution à la fiscalité n'a pas été réalisée, et donc du coup, au niveau du PIB, là encore, toutes les activités souterraines, informelles, ne sont pas comptabilisées. On peut aussi parler des activités criminelles, on peut parler de tout ce qui est illégal, et qui, là encore, ne sont pas comptabilisés dans l'économie. Et vous savez qu'au Maroc, le secteur informel, c'est-à-dire le secteur non structuré, donc c'est un secteur qui est prédominant, qui dégage énormément de richesses, mais qui malheureusement n'est pas comptabilisé dans le PIB. Donc, le PIB n'est pas un indicateur qui est complet. D'accord? Dépendamment de l'importance de ces activités-là dans l'économie, le PIB ne sera pas le meilleur indicateur. D'accord? On peut prendre par exemple deux pays. Si vous vous amusez à comparer un PIB, donc deux pays de taille pratiquement équivalente, et que vous vous amusez à comparer leur PIB sans prendre en considération l'importance du secteur informel, ben votre comparaison, elle ne sera pas forcément très pertinente. Donc, c'est un indicateur qui est plutôt quantitatif et qui n'est pas qualitatif. D'accord? Il tient compte positivement des activités économiques, d'accord, qui contribuent à l'accroissement des richesses, mais il ne prend pas en considération les autres activités qui peuvent contribuer de façon non qualitative à l'accroissement des ressources. Sur la relation entre la croissance et l'écologie, là encore, on sait très bien que l'essor industriel et l'activité agricole moderne dégagent énormément de gaz à effet de serre qui vont détruire la couche d'ozone, qui vont provoquer du réchauffement climatique, qui vont également nuire à la biodiversité et qui vont remettre en question les ressources naturelles pour les générations futures. Par exemple, nous, l'idée de l'économie, un bon économiste, c'est quelqu'un qui va prendre en considération les impacts qu'exerce l'activité économique sur les générations futures. Il ne suffit pas de penser uniquement à notre bien-être à nous, à notre génération, mais il faut aussi penser au bien-être des générations futures, donc de ce qu'on va léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, et ainsi de suite. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Donc vous pouvez m'écrire des questions au niveau du chat avant de passer à l'autre chapitre. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? C'est un indicateur, si vous voulez, c'est un indicateur populaire, c'est un indicateur conventionnel. D'accord? C'est un indicateur populaire, c'est un indicateur qui est conventionnel, c'est un indicateur qu'on connaît, c'est un indicateur qui est utilisé par toutes les institutions. Ce n'est pas le seul indicateur, mais c'est le plus percutant pour mesurer la croissance d'un pays, pour comparer. Mais après, tout dépend, bien sûr, tout dépend de ce qu'on veut faire du PIB et de la mesure du PIB. D'accord? Là encore, pourquoi il est important de tenir compte de toutes ces limites-là? Juste pour vous dire que l'analyse économique ne se contente pas de mesurer et d'interpréter la croissance du PIB d'un pays. D'accord? Le PIB, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme la note. D'accord? C'est un peu comme la note.
Le jour de l'examen, vous avez un examen, vous avez une note au niveau de votre examen, et c'est la note qui reflète votre performance ce jour-là de l'examen. D'accord? Et la notation, elle s'arrête là. Cette notation-là n'est pas suffisante pour dire si l'étudiant est bon ou mauvais, n'est pas suffisante pour dire que l'étudiant a travaillé ou pas, est-ce qu'il a bien travaillé ou pas, est-ce qu'il a des connaissances. Donc, la notation, elle ne dit que l'étudiant, le jour de l'examen, ben, il n'a répondu qu'à cette question, à cette question. Et donc, le résultat de son examen est cette note. D'accord? C'est ça la différence entre un indicateur et ce qu'il veut réellement dire. C'est une approximation, d'accord, de la mesure des richesses. Qui est le travail du PIB dans la croissance et quel est son effet? Je n'ai pas compris cette question. Donc, les activités souterraines ne sont pas toutes illégales. Les activités souterraines sont des activités qui ne sont pas structurées, c'est-à-dire qui ne sont pas déclarées, mais elles ne sont pas toutes illégales. Par exemple, un vendeur à la sauvette, donc un vendeur à la sauvette exerce une activité qui est illégale, mais qui n'est pas forcément répréhensible au niveau de la loi. Mais un vendeur de drogue, c'est une activité illégale répréhensible. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Mais dans les deux cas, on a une activité qui est souterraine. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'aller voir à quoi ressemble euh, je vais vous montrer un rapport de la Banque centrale, c'est un rapport récent. Est-ce que tout le monde a accès à mon écran? Est-ce que tout le monde a accès à mon écran? Non. Voilà. Donc, je vais vous montrer Donnez-moi juste 2 petites secondes. Bon, c'est pas peut-être le meilleur. Je vais voir si je peux. Non.
Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, un document qui est très important. Voilà. Donc, c'est un document que vous pouvez trouver vous-même sur le site de la Banque centrale. Donc, la Banque centrale, elle fournit un rapport économique sur la situation économique du pays. Et donc, elle utilise une panoplie d'indicateurs de mesure dans le PIB. Et juste pour vous dire que le PIB lui-même est un indicateur qui est insuffisant. C'est juste un indicateur qui, par convention, euh, donne, si vous voulez, une vision directe de la chose, surtout pour ceux qui suivent l'économie. D'accord? C'est un indicateur de pilotage, mais qui n'est pas suffisant à lui tout seul, et on va le voir dans ce rapport-là. Donc, juste le temps qu'il charge. Voilà. Donc là, est-ce que tout le monde voit? Donc voilà, regardez bien. Donc ici, on va voir après. Si vous vous souvenez, quand je disais que le PIB revenait à analyser l'équation d'équilibre général, donc on a dit que PIB, c'était Y. Donc Y égale C plus I plus G plus X moins M. Donc la balance commerciale, c'est un des indicateurs qui compose le PIB. D'accord? Vous regardez ici dans le rapport de la Banque centrale, il y a la mesure de l'évolution des exportations, l'importation, les recettes de voyage, les transferts MRE, donc transferts marocains résidant à l'étranger. Les deux premiers éléments, c'est ce qui nous permet de mesurer ce qu'on appelle la balance commerciale, qui est partie prenante dans le PIB. C'est une partie importante dans la mesure du PIB. À quoi sert alors la recette voyage et recette et transfert MRE, donc le rapport avec le PIB? Ce ne sont pas des indicateurs de mesure du PIB, mais c'est ce qui permet en partie de financer la demande intérieure. D'accord? Les recettes de voyage, ce sont les flux monétaires que rapportent les touristes quand ils passent leurs vacances au Maroc. Ces revenus-là sont injectés, donc ces revenus ou ces flux monétaires viennent de l'étranger, sont injectés dans l'économie marocaine et permettent de financer une partie de la consommation, une partie de l'investissement et ainsi de suite. Les transferts des MRE, c'est un peu le même principe, donc ce sont des revenus, donc ce sont des flux monétaires qui viennent de l'étranger, donc qui sont envoyés par les Marocains qui résident à l'étranger à l'économie nationale. Donc, ils sont envoyés à leur famille et cet argent est utilisé par le biais de leur famille dans la consommation ou dans l'investissement. D'accord? Donc, exportation et importation, c'est ce qu'on appelle la demande extérieure. Donc, c'est le solde de la demande, ou c'est la demande extérieure nette. Une fois que j'ai pris les exportations et les importations, c'est ce que j'obtiens. Recettes, voyages et transferts, ce ne sont pas les seuls, mais les principales sources de financement de l'économie. D'accord? Et là, vous avez, au final, vous obtenez ce qu'on appelle le solde du compte courant. Donc, c'est l'état, on va dire, c'est l'état financier des relations économiques d'un pays vis-à-vis de l'extérieur et qui permet de déterminer ce qu'on appelle les avoirs officiels de réserve, c'est-à-dire combien le Maroc
dispose de devises, d'accord, de devises qui vont lui permettre d'importer des marchandises de l'extérieur. Donc ça, c'est rapidement, et on y reviendra, ce sont un des principaux éléments qui rentrent soit dans la composition du PIB, soit dans le financement du PIB. Ensuite, dans le même rapport, donc regardez bien ici, vous pouvez suivre l'évolution de ces indicateurs-là depuis 2016, les prévisions, d'accord? Et ici, les écarts, c'est comment la Banque centrale a affiné ses prévisions au regard de l'évolution des indicateurs, d'accord? Donc, regardons pour 2020, regardez juste l'effet coronavirus pour 2020. Donc, entre 2016 et 2019, c'est avant le corona, 2020, c'est le corona. D'accord? Pour ce qui est des exportations, d'accord? Pour ce qui est des exportations, regardez bien, elles ont baissé de 9%. Elles ont baissé de 9%. Ce qui est logique, il y a eu une fermeture des frontières, il y a eu une fermeture des usines qui s'est traduite par une faible performance de l'exportation. Pensez par exemple au secteur automobile. Donc la fermeture des usines Renault par exemple vous donne en partie une explication à ce chiffre. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est la principale. Il y a aussi le secteur textile, il y a bien sûr d'autres secteurs. Regardez aussi au niveau des importations. Même les importations se sont réduites. Donc, la fermeture de beaucoup d'activités, la réduction ou la contraction de l'activité économique se reflète aussi dans la contraction des importations. On a importé moins de biens qu'auparavant. Mais il ne faut pas oublier que ce chiffre-là, il tient compte de quoi? Il tient compte de la baisse de la facture énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on a importé moins de pétrole, ça veut dire qu'on a importé peut-être la même quantité de pétrole, mais 2 fois, 3 fois moins cher que d'habitude, ce qui explique aussi la contraction de ce chiffre. Les recettes de voyage, vous voyez, 2020, moins 7,63%, donc il y a eu une chute énorme des recettes de voyage qui s'explique par la fermeture des frontières. Donc fermeture des frontières, pas de flux de touristes étrangers, et donc on se retrouve avec les recettes de voyage qui ont baissé de 63%. Donc, ces recettes-là, ce qui permet de financer en partie l'activité économique, c'est ce qui permet de financer en partie la demande intérieure. Donc, vous pouvez facilement imaginer l'impact que ça peut avoir sur le PIB. Les transferts de MRE ont augmenté de 1,6, ce qui est une bonne performance compte tenu de la situation. Ça veut dire que les Marocains résidant à l'étranger ne se sont pas déplacés, ne sont pas venus au Maroc, mais ils ont continué d'envoyer de l'argent à leur famille parce que c'est un indicateur qui est assez résilient, qui est d'habitude résilient parce que les Marocains ont toujours ce comportement quelle que soit la situation, donc même en situation de crise, les Marocains continuent de financer la consommation ou l'investissement de leur famille à l'intérieur du territoire. Donc là, vous avez les principaux éléments. Donc là, c'est l'indicateur crédit bancaire, ce n'est pas encore le moment d'en parler, mais allons voir directement le PIB, qui est notre principal souci aujourd'hui. Je vais sauter. Regardez ici. Regardez. Vous voyez ici, vous avez l'indicateur de la croissance économique. Est-ce que, quand je parle de la croissance économique au Maroc, d'accord, regardez bien ici, est-ce que j'ai parlé des indicateurs dont j'ai parlé tout à l'heure? Non. D'accord, ça donne une image c'est une image qui est directe, qui est simple, mais qui cache un certain nombre de mécanismes que seul un vrai économiste peut connaître ou que peut deviner. D'accord? Regardez bien. La croissance économique entre 2016 et 2019, donc vous avez déjà vu le graphique de la croissance économique nationale, vous avez aussi vu le graphique de la valeur ajoutée agricole, la valeur ajoutée non agricole, auquel on rajoute les impôts sur les produits nets de subvention. D'accord? Regardez bien. Donc vous avez vu ça en macroéconomie, donc le PIB, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées, plus les impôts payés à l'État net de subvention. Qu'est-ce qu'on voit?
on voit qu'en 2020, on va avoir une récession de moins 6%, qui s'explique par une récession dans le secteur agricole à cause des mauvaises conditions climatiques, mais aussi à cause de la valeur ajoutée non agricole qui s'est effondrée compte tenu de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. D'accord? Naturellement, les impôts baissent puisqu'ils sont payés sur la base de la performance économique. Et si la performance économique est faible, donc forcément les impôts qui sont payés dessus seraient également faibles. D'accord? Donc je vous invite à aller directement voir ce rapport sur le site de la Banque centrale. Vous le lisez tranquillement et vous revenez me voir si vous avez des questions. D'accord? Donc je reviens au cours. Donc là encore, c'est ici, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin quand j'ai dit pendant les premières séances, j'ai dit qu'on ne peut pas parler d'un problème sans évoquer les autres, puisque tous les problèmes sont interdépendants. Je ne peux pas parler de croissance économique si je ne parle pas de balance commerciale, si je ne parle pas d'inflation, mais on est obligé de faire morceau par morceau, et à la fin, c'est là que vous pourrez rassembler toutes les parties du puzzle pour avoir une vision assez large des sujets. D'accord? Donc je reviens au cours. Et la dernière fois, je vous ai demandé de faire une recherche sur la différence entre l'économie politique et la politique économique. D'accord? Donc, pour faire court et simple, il faut utiliser. Donc, la politique économique, c'est quoi? La politique économique, ce sont les instruments, tout simplement, en fait, ce sont les instruments d'intervention, ou si vous voulez, c'est le moyen avec lequel, ou la manière avec laquelle l'État intervient dans l'économie. Arrêtez d'écrire, s'il vous plaît. Donc, la politique économique, c'est nous décrit le comment de l'intervention de l'État dans l'économie. Pourquoi le comment? Quand je dis le comment, ce sont les conditions. D'accord? Ce sont les conditions. Dans quelles conditions l'État va intervenir dans l'économie? Ce sont les moyens. Avec quels moyens l'État va intervenir dans l'économie? C'est aussi le périmètre. Quel est le périmètre d'intervention de l'économie? Et de quels éléments il dépend? D'accord? C'est ça ce que j'entends quand je parle de politique économique. Donc, c'est la manière avec laquelle l'État intervient dans l'économie. En général, on peut avoir des États qui sont très interventionnistes, donc des États qui interviennent énormément dans l'économie. On peut avoir aussi des politiques économiques libérales, donc ce sont des politiques économiques qui vont limiter l'intervention de l'État dans l'économie et favoriser l'autorégulation par le marché. D'accord? Ça, c'est la première approche qu'on peut avoir de la notion politique économique. Après, quand je dis politique économique, ça recouvre aussi plusieurs politiques économiques. D'accord? Il y a la politique économique monétaire, il y a la politique économique budgétaire, d'accord? Il y a la politique économique monétaire expansionniste, restrictive, une politique budgétaire expansionniste, restrictive, là encore. Donc, quand je dis politique économique, ça veut dire plusieurs choses à la fois. L'objectif de ce chapitre, c'est de comprendre
tous ces éléments-là, c'est-à-dire comment l'État doit intervenir dans l'économie, comment il intervient, quels sont ses moyens, quelles sont ses limites, quels sont ses instruments, comment l'État ajuste sa politique économique, d'accord? Comment l'État choisit ses instruments. D'accord? Le choix des instruments n'est pas lié forcément aux moyens, il est lié à la situation. Est-ce que je suis face à un problème de court terme? Est-ce que je suis face à un problème de long terme? Donc, dans telle ou telle situation, ce ne sont pas les mêmes instruments que je vais utiliser. D'accord? Mais en amont, il faut déjà définir quelle est l'idéologie sur laquelle ou sur la base de laquelle va être construite la politique économique. Et c'est là où votre recherche doit vous servir. D'accord? C'est-à-dire, quelle est la différence entre politique économique et économie politique? Donc, ce sont deux notions, donc avec les mêmes mots, mais qui sont radicalement différentes. Quand je dis économie politique, donc quand je dis économie politique, ça veut dire que c'est quoi une économie politique? C'est un système de pensée. D'accord? C'est un système de pensée, une manière de réfléchir. D'accord? Une façon de penser l'économie, une façon de penser l'organisation de la création des richesses, une façon de penser la régulation des opérations économiques, une façon de penser l'intervention de l'État. Donc, c'est un système de pensée qui s'articule autour de trois niveaux de la pensée. Vous avez trois niveaux de la pensée. Donc, avant de connaître la politique économique que va construire un pays, il faut que vous reveniez à ce qu'on appelle l'économie politique. Face à un même problème, deux pays qui ont des économies politiques différentes n'auront pas forcément les mêmes politiques économiques, donc pas forcément les mêmes instruments, pas forcément les mêmes, sans parler bien sûr des moyens et le reste. Donc, quels sont ces trois niveaux de la pensée qui structurent ce qu'on appelle l'économie politique? Il y a ce qu'on appelle d'abord la doctrine. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'analyse. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la politique économique. En d'autres termes, donc c'est la recherche que vous avez fait qui devrait vous renseigner le plus, ce n'est pas l'objectif de ce cours-là, mais la doctrine, c'est quoi la doctrine? Pour ceux qui ont fait des recherches, est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Quelle est la doctrine? Donc, je vois quelques réponses dans le chat. Donc là, Shaima, elle a répondu à qu'est-ce que la politique économique, mais elle n'a pas répondu à ce qu'est l'économie politique. Donc, la doctrine, c'est un ensemble de pensées. Donc, c'est un ensemble de pensées qui sont d'ailleurs subjectives. Ce sont des notions, enfin des pensées qui sont pour la plupart subjectives, qui rassemblent une communauté. D'accord? Une communauté se rassemble autour de ce qu'on appelle une doctrine. Ce sont un ensemble de systèmes de pensée, un ensemble d'idées, un ensemble d'idéologies qui vont construire ce qu'on appelle une doctrine. D'accord? Il y a par exemple, si on est dans un pays musulman, ben on aura des réflexions et on aura des pensées, on aura des idées qui seraient différentes d'un autre pays. Et encore, quand on parle de l'islam, par exemple, ou de pensée ou de doctrine islamiste, il y a ce qui est modéré, il y a ce qui est extrémiste, il y a ce qui est salafiste, pour ne prendre que ces exemples-là. D'accord? Où on peut avoir carrément un pays qui est laïque, libéral, tel que l'exemple de la Turquie. Donc, Shaima dit que la doctrine est l'ensemble
des dogmes, des opinions, des croyances, des principes, des thèses, des conceptions théoriques qui font d'un enseignement et que l'on adopte parce que c'est ce qui nous rassemble. D'accord? Et si vous voulez, c'est notre logiciel. Voilà, c'est notre logiciel. Et le logiciel, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir changer rapidement. Donc c'est ce qui nous unit en tant que Marocains, par exemple, si c'est le cas des Marocains. Et c'est sur la base de cette doctrine-là qu'on va construire une façon de voir les choses. C'est ce qu'on appelle l'analyse. D'accord? L'analyse, c'est une fois qu'on a notre doctrine, l'analyse, c'est un petit peu la technique. C'est-à-dire comment on explique alors les choses. Si notre doctrine est, est construite de telle ou telle manière, alors quelle est notre façon d'analyser les choses? D'accord? C'est là où on va poser les choses. Par exemple, si on est dans la doctrine mercantiliste, ben, la doctrine mercantiliste, vous allez voir un petit peu dans un cours d'histoire de la pensée, vous allez voir qu'en termes d'analyse, chez les mercantilistes, la richesse, c'est l'or et l'argent. Donc, comment les mercantilistes définissent la richesse? C'est le stock d'or et d'argent dont dispose un pays. D'accord? Donc, l'analyse, c'est comment on analyse la richesse, comment on explique la richesse, comment on explique le travail, comment on explique la croissance économique, comment on explique la valeur des choses, comment on conçoit les échanges. Donc là, on est dans l'analyse. Donc ça, c'est technique. Donc une fois la doctrine donnée, l'analyse, elle est posée. Et sur la base de notre doctrine, sur la base de notre analyse, vient la politique économique. Donc qu'est-ce que nous dit la politique économique? Elle nous dit que si on a un problème économique ou social, comment on va le résoudre? Et l'économie politique, elle nous dit, si notre doctrine est ainsi, et sur la base de notre analyse, voilà les décisions qu'on va prendre. D'accord? Donc si je reviens à l'exemple des mercantilistes, donc les mercantilistes, c'est une période de l'histoire où c'est une période de richesse qui a été jalonnée de conflits et de guerres qui visaient à s'accaparer le stock d'or et d'argent pour favoriser l'enrichissement. Donc ici, l'idée était, pour être prospère, il faut être riche. Et être riche sur quelle base? Être riche sur la base du stock d'or et d'argent dont on dispose. Et pour accroître le stock d'or et d'argent dont on dispose et qui va nous garantir la richesse et la prospérité, ben, il nous faut en amasser le plus possible, quitte à faire des guerres à d'autres pays, y compris à nos voisins. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Si je veux devenir riche, ben, il faut que je domine mon pays voisin et je vais lui prendre tout son or et argent. C'est ainsi que je suis riche. Donc c'est une façon de voir les choses, une façon conflictuelle de concevoir la richesse. A contrario, on peut avoir une doctrine libérale qui nous dit que ce qu'il faudrait faire, c'est libéraliser les marchés, libéraliser les échanges, c'est coopérer entre les pays et travailler sur ce qu'on appelle les avantages comparatifs et les avantages absolus, travailler sur l'échange, développer le volume des échanges, d'accord? Et donc, en termes de politique économique, la solution, c'est laisser le marché faire son travail, donc c'est réduire l'intervention de l'État. Il y a c'est à peu près ça la grande différence qui existe entre l'économie politique et la politique économique. Donc la politique économique, c'est un niveau de la pensée d'un système d'économie politique. D'accord? Notre objectif aujourd'hui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous, ce n'est pas un cours d'histoire de la pensée économique. Donc on ne va pas vraiment s'intéresser à la partie économie politique. Donc c'est à vous, pour votre curiosité intellectuelle, rien ne vous empêche d'aller faire des recherches sur les systèmes de pensée les plus, les plus, les plus connus pour vous faire votre propre opinion. Nous, on va s'intéresser à la politique économique, c'est-à-dire l'ensemble des décisions et l'ensemble des mesures que met en place l'État, qui est le planificateur économique, dans son objectif de, peut-être pas contrôler, mais disons d'influencer l'économie.
Donc, quels sont les principes fondamentaux de la politique économique? Donc, la politique économique, au risque de le répéter, c'est l'ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics, parce que ce sont les seuls qui ont la légitimité d'intervenir dans l'économie, visant à atteindre des objectifs relatifs à la situation économique d'un pays. D'accord? À l'aide de divers instruments et en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. Et les objectifs sont censés traduire des finalités politiques. D'accord? Là encore, on est dans un système ou dans un processus plutôt. D'accord? D'abord, on pose les finalités. Voilà ma finalité. Pour atteindre ces finalités-là, je dois poser des objectifs tangibles. D'accord? Par exemple, ma finalité, c'est de devenir le première économie de l'Afrique. Par exemple, première économie de l'Afrique, c'est la finalité du Maroc, par exemple. Mais cette finalité-là, il faut bien la traduire en objectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être premier en économie? Donc, pour être premier en économie en Afrique, ben, il faut au moins atteindre ces 3 objectifs, ou ces 4 objectifs que je vais poser. Il faut que le PIB, ou il faut que la croissance du PIB moyenne d'une année à une autre soit, par exemple, de 4% de façon soutenable, ou de 5%. Il faut que le taux de chômage de la nation ne dépasse pas tel pourcentage sur une longue période. Il faut que le niveau d'éducation soit de tel niveau. Il faut que la qualité de l'enseignement soit de tel niveau. Il faut que la mortalité infantile ou la mortalité... Je dresse tous les objectifs qui, pour moi, sont à même de traduire les finalités que je poursuis. Une fois que j'ai dressé mes objectifs, je dois définir les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, aux grands objectifs, il faut mettre les grands moyens. Donc, il faut que les moyens financiers, mais aussi les moyens humains et les moyens techniques qui vont être mis en place soient cohérents avec les objectifs que je cherche à atteindre. D'accord? Je ne peux pas être champion du monde du football si je n'investis rien dans mes clubs sportifs, dans mes championnats et ainsi de suite, pour ceux qui s'y connaissent en football. D'accord? On ne s'improvise pas champion. Donc c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Donc là encore, une fois que j'ai dressé mes objectifs, je dois mettre en place les différents moyens qui sont cohérents avec ces objectifs. Et ensuite, je regarde les résultats. Et c'est les résultats qui vont me dire si mes moyens ont été cohérents avec mes objectifs et si mes objectifs ont été atteints et donc ma finalité a été réalisée. Et sinon, pourquoi? Et donc là, je dois corriger là encore soit mes objectifs, soit mes moyens. Soit mes objectifs sont très grands et je dois réduire mes objectifs, soit les moyens que j'ai mis en place sont insuffisants et donc je dois compléter les moyens. Donc, c'est les résultats qui me permettent de piloter cette politique économique. Et bien sûr, tout ce processus-là, il se fait sous différentes contraintes. Des contraintes de temps, des contraintes financières, des contraintes techniques, des contraintes humaines, des contraintes politiques. D'accord? Ce sont ces contraintes-là, c'est un environnement qui va être plus ou moins difficile ou rendre difficile la réalisation de mes objectifs et l'atteinte de ma finalité. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc voilà, le cours, je l'ai arrêté parce que c'est une séance d'une heure et quart, enfin 1 h 5 minutes. Il nous faut le temps de laisser. Il faut consacrer un peu de temps aux questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc il y aura séance jeudi, c'est normal. Donc si, en général, je vais écrire tout sur la plateforme. S'il y a cours ou il n'y a pas cours, s'il y a une séance d'1 heure ou de 2 heures, j'ai choisi 2 heures pour éviter à ce que la plateforme ne soit bloquée pour ceux qui seraient en retard. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Monsieur, Oui. واش نديرو recherche ديال la différence entre la politique économique et l'économie l'économie. Ça, c'est la recherche que vous étiez censé faire pour aujourd'hui. Ah, Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez la faire. Parce que tout ce que je vous dis, il doit être fait et ça peut être posé le jour d'examen. merci monsieur. D'accord? Bonsoir, monsieur. Quelle est la Oui, première bonsoir. recherche que vous avez donnée? Pardon? La première recherche que vous avez donnée. J'ai pas très bien entendu. La première recherche que vous avez donnée à nous. La première chose que j'ai donnée. La première recherche. Ah, la première recherche, Ah, c'était quoi? c'était la différence entre économie politique et politique économique. Oui, je pense que j'étais la deuxième ou la première. Voilà, ça c'est la deuxième. Là, je ne me rappelle pas, mais si quelqu'un peut me la rappeler. Est-ce que quelqu'un peut rappeler à votre collègue, la première recherche, c'était le fondement microéconomique de la théorie fordiste. Les fondements. Le fondement microéconomique de la théorie fordiste. Ok, merci, monsieur. Ouais. Comment ça marche, Madame Sheima? Vous dites d'ouvrir une session pour poster le travail et recherche. Je ne sais pas comment ça se passe. Il faut que je fasse quelque chose. Sur la même session, je dois vous les. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais plutôt essayer de poster les réponses, d'accord? Soit des exemples, soit des réponses, surtout le PDF du cours dans la plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là. Donc, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine séance jeudi. Au revoir.